Alors, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Meilleurs vœux pour l'année 2023. Je suis ravie de vous retrouver. Et on commence cette année avec une conférence bien particulière. Donc, on en avait déjà un petit peu discuté la dernière fois, puisqu'on va s'intéresser à la fascination, comme tu disais, Nadège, mais surtout à la souffrance. Donc une conférence quand même assez, comment dire, visuelle en termes d'images. Alors certes, on va commencer en peinture, mais c'est pas parce que c'est peint que c'est moins violent. Vous vous doutez déjà qu'avec le Caravage, on va commencer assez rapidement dans la chair de la chair. S'il y a des images qui sont difficiles pour l'un ou l'une d'entre vous et que vous voulez prendre un peu l'air, sortir 2 minutes, faire un petit tour devant la salle, n'hésitez pas. On ne se vexera pas. Je peux comprendre voilà, s'il y a des images qui peuvent un peu être rudes. Alors, ça, c'est pas non plus, ne vous effrayez pas, hein, ça va aller, mais il y a quand même voilà, du sang, de la chair de manière généreuse et engagée. Donc, c'est bien puisqu'on est le 3 janvier. Donc là, on se remet à peine du nouvel an. Donc, on va vraiment voilà, commencer l'année avec tout de suite un retour dans, le, dans les. Dans les tournicotis de ces images un peu chocs, mais qui vont nous permettre aussi de questionner, vous allez voir, au travers de l'image du corps souffrant, tout un tas de choses intéressantes. Donc, encore une fois, j'introduis mon propos en vous disant que ce que je vous raconte ici aujourd'hui n'est pas exhaustif. On ne va pas faire une présentation de la vie du Caravage, du début à la fin, et des artistes que je vous présente après qui sont plus contemporaines. Mais par contre, ce que je vous propose, c'est des partis pris spécifiques qui vraiment vont être un fil rouge que je vais vous proposer, une réflexion autour de l'image du corps souffrant, avec mon regard, ma sensibilité. Et comme d'habitude, je vous laisse aussi intervenir si vous le souhaitez en fin de conférence pour poser des questions, pour donner vos ressentis. La dernière fois qu'on s'est vu, il y a quelques personnes qui sont venues me parler à la fin et qui m'ont dit des choses très intéressantes et j'aurais bien aimé que ces personnes le disent devant tout le monde pour qu'on puisse partager ça. Donc si là vous avez des choses à dire, n'hésitez pas surtout à prendre le micro qui passera en fin de conférence et à partager ça avec nous, même si c'est juste des ressentis personnels, pas du tout analytiques, ça va très bien aussi. Ok, ça vous va? Alors c'est parti. On commence avec le Caravage, que vous connaissez déjà bien, je pense, puisque vous êtes un public qui est quand même déjà assez avisé, très cultivé. Néanmoins, ce que je voudrais vous dire avant de rentrer vraiment dans la peinture du Caravage, donc j'ai fait une petite sélection, c'est quelques extraits que j'ai prélevés d'un article que j'ai lu en faisant des recherches pour cette conférence, qui est un article de Simone Korf-Zauser. Si la référence vous intéresse, je vous la donnerai ensuite par mail. Qui s'intitule « Les corps extrêmes dans l'art contemporain entre perversion et créativité » et qui a été publié dans la revue Champs psychosomatiques en 2004. Donc c'est un article qui fait en fait un petit peu le pont entre problématiques de psychologie et problématiques artistiques. Donc j'ai prélevé quelques éléments qui, je pense, peuvent être une bonne réflexion théorique pour rentrer ensuite vraiment dans ce sujet. Je vous les lis. Donc la tendance à mettre en avant dans la création artistique la laideur et la souffrance du corps humain s'enracine dans l'iconographie chrétienne. Saints et martyrs flagellés, stigmatisés, désarticulés, brûlés, découpés, écorchés, sanguinolents, étripés, énuclés, évoquent les corps scarifiés, tatoués, cannibalisés, fécalisés des artistes modernes. Job, sur son tas de fumier, recouvert de haut en bas d'un ulcère malin, n'est plus qu'un corps puant et repoussant, tel que les actionnistes viennois en proposent aux spectateurs. Donc c'est un groupe avant-gardiste du XXe siècle. Le corps criblé de flèches de Saint-Sébastien, qui peuple les musées depuis des siècles, est intensément repris dans l'art contemporain, en particulier chez les artistes gays, comme icône de l'homosexualité. On en rediscutera, vous verrez. Deuxième petit extrait. C'est surtout à la fin du Moyen-Âge que l'on voit se développer dans la peinture et la sculpture les corps extrêmes avec l'essor du thème de la Passion du Christ. Le texte source de cette représentation est ce passage de la Bible. Les multitudes sont épouvantées à son sujet. Tout son aspect est défiguré. Vraiment, il n'a plus d'apparence humaine. Le voici comme une racine en terre aride. Il n'a plus ni beauté ni éclat.
C'est un objet de mépris et de rebut, homme de douleur, pétri par la souffrance. Donc c'est dans la vision pathétique d'Isaïe. Cette vision a trouvé une figuration inaugurale et décisive avec le retable d'Isenheim de Grunewald, qui est une des plus grandes œuvres de la peinture occidentale réalisée en 1516 par un peintre dont on ignore à peu près tout. Alors je ne sais pas si vous avez en visuel ce retable. Donc c'est une peinture vraiment religieuse et c'est une des premières fois où on va représenter le Christ souffrant. Et c'est pas pour rien que cette peinture est peinte en 1516 et qu'on a choisi de vous présenter en premier artiste de ce corpus le Caravage, dont vous voyez ici les dates de naissance et de mort, 1571-1610. Donc on est quand même aussi dans un moment très particulier où l'iconographie chrétienne va vraiment changer, et c'est quelque chose où le Caravage on va le voir parmi les peintures que j'ai choisies, vraiment être précurseur et inspirer toute une génération d'artistes après lui, notamment Rubens, etc. Donc le Christ crucifié du panneau central de ce polyptyque, donc le retable d'Isenheim, c'est un polyptyque avec plusieurs panneaux, donne à voir un corps stigmatisé, blessé, couvert de pustules sanguinolentes, la peau bleuie par l'ischémie. Corps d'une laideur terrifiante, marqué par une souffrance extrême. Avec Grunewald, le corps de l'homme de douleur, fondamentalement lié à l'idée de l'incarnation, affirmant la double nature du Christ, divine et humaine, devient représentatif dans la modernité de la condition humaine. Et un dernier extrait que j'ai trouvé très intéressant aussi, qui est un peu plus court. Envie, vengeance, représailles viendraient à s'exprimer dans les œuvres ou la destruction des œuvres. Ainsi, au moment de la crise iconoclaste de 1521, là aussi on est dans une date qui est quand même assez proche, une actualité en tout cas en termes d'époque, avec aussi la vie du Caravage, on a pu rapporter des cas très curieux où des images religieuses ont ainsi été maltraitées comme des êtres humains, suppliciés, écartelés, décapités, objets de pratiques pénales, bûchés, noyades, aveuglement, mutilation des mains, 3 petits points. Donc il y a vraiment une chose intéressante, je trouve, avec ce parallèle fait avec cette période de l'iconoclasme, où on a voulu détruire aussi les représentations du corps humain, comme si on détruisait, comme si on faisait souffrir un corps. Donc ça pose tout un tas de questions. Et l'article nous parle de ce corps souffrant aussi comme la possibilité de reconnaître la souffrance dans l'autre et donc de s'identifier à l'altérité. Tout ça pour poser un petit peu des bases théoriques et voir aussi comment, en partant du Caravage avec cette vision mystique de la douleur, on va arriver à des productions contemporaines. Comment est-ce qu'on s'inspire de ça? Comment est-ce qu'on dépasse cette vision-là aussi? Donc pour commencer, je vous ai sélectionné Judith décapitant Holoferne, donc qui date de 1600. Toutes les peintures que je vous montre ici sont des huiles sur toile qui sont d'assez grande dimension. Avec, vous le remarquerez, toujours un cadrage très resserré. Et je vais vous raconter quelques anecdotes autour de ces peintures, certaines que vous connaissez certainement, comme celle-ci, je pense, qui est très très connue. D'ailleurs, on en a trouvé un exemplaire où on a peut-être une attribution au Caravage qui a été trouvée à Toulouse en 2014. Je pense que vous connaissez cette histoire. Alors là, c'est pas cet exemplaire-là que je vous montre, mais ça y est très similaire. Ici, on est vraiment sur une représentation très très violente de cet épisode qui a beaucoup été représenté, en fait, la décapitation d'Holoferne par Judith. Donc il y a un siège de la ville et Judith va venir séduire Holoferne, qui est donc le général de l'armée qui siège autour de la ville de Judith, et va dans son sommeil le décapiter. Et ici, on peut voir aussi la servante qui vient s'approcher avec un sac du coup pour ramener la tête d'Holoferne dans la cité. Et si cette peinture nous paraît plutôt anodine au premier regard avec notre culture artistique contemporaine, pour l'époque, c'est vraiment un scandale de représenter le sang qui gicle à tel point, le cri de douleur, l'expression dans le visage d'Holoferne et le fait qu'une femme tienne une épée et décapite un général en position de faiblesse puisqu'il a été séduit, etc. Donc il y a tout un tas de choses à dire autour de cette œuvre, mais le plus intéressant, c'est de voir comment, dans les détails de cette œuvre, on peut reconnaître aussi le style très particulier du Caravage.
Donc le Caravage, c'est un peintre qu'on pourrait appeler aujourd'hui, avec un regard un peu grossier, peintre punk. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, pour son époque, s'est vraiment comporté de manière très crapuleuse. Donc il était très souvent dans les bagarres, avec beaucoup d'incriminations. Et il y a eu un incident à un moment donné dans sa vie, après une rixe, où il a assassiné, mais sans intention, un de ses amis avec qui il avait fait un pari et pari qu'il avait perdu. Et une fois ce crime commis, il part en fait en fugue dans les différentes cours d'Europe en allant de protection en protection royale, donc de cour en cour. Et il va continuer à peindre pendant sa cavale et on va voir que ça va se ressentir aussi dans la manière dont il peint. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un artiste qui est quand même très très scandaleux dans son époque. Et notamment ce tableau en est déjà un premier point. Mais ça reste encore un scandale assez spécifique ici qui va vraiment s'amplifier ensuite. Donc ici, ce qui est choquant pour l'époque, c'est vraiment ce côté violence du sang qui gicle et de voir l'action même de la mise à mort, puisque lorsque cette scène était représentée jusqu'ici, on n'avait jamais ce moment très précis. Caravage, c'est un peintre qui va vraiment choisir ces moments de manière photographique, très très précisément, pour exprimer un paroxysme émotionnel, quelque chose de très fort. Et on a aussi quelque chose qui va qualifier le Caravage de manière très forte aussi, c'est l'idée que c'est un peintre qui va vraiment être très intéressé et très cultivé, curieux, c'est-à-dire que par le biais de radiographie, on s'est rendu compte qu'en observant bien la manière dont la servante, le visage de la servante, qu'on a pu retracer en fait des inspirations du Caravage par rapport à des œuvres qu'il aurait vues et étudiées de Léonard de Vinci. Parce que Léonard de Vinci a beaucoup travaillé aussi sur les expressions de visage, de la vieillesse. Et on a pu comprendre, enfin voir que le Caravage avait vu des œuvres de Léonard de Vinci à Milan lors de tels voyages. Donc ça, c'est vraiment le travail des historiens et historiennes de l'art, de retracer, recroiser toutes ces sources. Et on a aussi su que le Caravage s'est inspiré beaucoup de la Grèce antique et de la statuaire antique pour représenter ces personnages. Mais ce dont je n'ai pas encore parlé et qui est vraiment la chose pour laquelle on connaît le Caravage en numéro 1, c'est son traitement du clair-obscur. Alors on va passer sur cette deuxième œuvre que j'ai sélectionnée. J'ai fait une petite sélection Caravage Souffrance, mais j'ai mis d'autres œuvres aussi, vous allez voir. Et celle-ci, elle est vraiment spécifique. Donc c'est La mort de la Vierge qui date de entre 1601 et 1606. Donc aussi une huile sur toile, vous voyez, de grandes dimensions. Donc il y avait vraiment chez le Caravage cette idée de faire des cadrages très resserrés, très intimes, mais avec des toiles de très grandes dimensions et des personnages qui étaient presque à échelle humaine. Et la grande idée novatrice de cette toile, c'est de représenter la mort de la Vierge de manière naturaliste. Il y a très peu d'accessoires ou de détails, il n'y a même quasiment pas d'auréole en fait. Il y en a une qui est très discrètement mise mais qu'on devine quasiment pas autour de la tête de la Vierge. Et sinon, c'est une peinture qui pourrait même être la mort de n'importe quelle personne entourée de gens aimés ou la mort de n'importe quelle mère. Il y a vraiment aussi ce travail sur la figure de la mère et de la perte d'un proche. Et c'est quelque chose qui est vraiment très novateur pour l'époque puisque donc c'est une peinture qui est commandée au Caravage pour venir décorer une église. Et en fait, elle sera finalement refusée. Donc les moines de... C'est une église. Hop, je n'ai pas... Oui, voilà. C'est Santa Maria della Scala in Trastevere, donc dans le quartier de Trastevere à Rome. Et en fait, ce sont des moines, donc des moines très spécifiques, puisque c'est des carmes, c'est des moines qui choisissent de vivre dans un certain dépouillement, etc. Et qui vont commander en fait cette peinture au Caravage et finalement qui vont la refuser et qui vont choisir un autre peintre qui est beaucoup moins connu, qui s'appelle Carlo Soracen. Et j'ai regardé à quoi ressemblait sa peinture à lui. Et en fait, c'est vraiment une vierge très classique qui est en posture agenouillée en prière,
avec les yeux ouverts, qui est bien vivante, avec une auréole bien visible, et autour d'elle sont disposés les saints avec toute l'iconographie pour les reconnaître, et puis l'étagement classique de les anges au-dessus, dans une sorte de sphère autour d'elle avec des nuages. Donc c'est vraiment une organisation classique, on reconnaît tous les personnages, et la Vierge est montrée en dignité, assise, les yeux ouverts, en posture de prière, etc. Alors qu'ici, on est vraiment sur le moment très spécifique de l'agonie, on est entre la vie et la mort. On ne reconnaît pas spécifiquement la Vierge, il n'y a pas des attributs très clairs. Et on a vraiment une mise en scène, c'est pour ça que je vous parlais de naturalisme, qui est beaucoup plus réaliste que les représentations de l'époque, qui sont quand même très très codifiées. Et c'est une des raisons pour laquelle cette peinture sera refusée pour cette église, mais ce n'est pas la seule, puisqu'il y a aussi une rumeur qui circule à l'époque de sa production, qui dit que le Caravage aurait pris comme modèle une prostituée, puisque c'était très compliqué pour les artistes de l'époque d'avoir des modèles femmes de manière facile, et que le Caravage, fréquentant les bas-fonds, étant quelqu'un qui va beaucoup en taverne, etc., avait accès aussi à ces franges de la population-là, et qu'il a utilisé donc une prostituée en modèle pour la Vierge, ce qui a évidemment été un scandale énorme et qui a aussi causé le refus de cette peinture dans cette église. Néanmoins, ce qui est intéressant quand on l'analyse d'un regard un peu plus, on va dire, plastique, c'est le choix des couleurs, puisque vous voyez que vous avez la Vierge qui est représentée en rouge, avec cet habit rouge, et au-dessus d'elle, des personnages qui sont habillés en vert. Or, ce sont des couleurs complémentaires, et ça, c'est vraiment un choix de la part de Caravage pour mettre en valeur la Vierge. Et non seulement il y a cette réflexion autour des couleurs, mais il y a surtout la réflexion autour de la lumière, de la composition, de ce contraste entre le clair-obscur caravagesque, qui va créer toute une école après lui, et qui permet vraiment de mettre en valeur, d'avoir presque la figure de la Vierge qui ressort, qui flotte dans l'obscurité ambiante, ce qu'on va nommer aussi le ténébrisme, cet effet coup de projecteur sur la Vierge. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait novateur pour l'époque. Et donc, montrer la souffrance, montrer ce moment de l'agonie, du moment suspendu entre la vie et la mort, et du corps qui se laisse ainsi aller, c'est vraiment quelque chose qui est totalement révolutionnaire pour l'époque et qui permet aussi au Caravage de montrer un corps souffrant naturaliste, avec beaucoup de poésie, mais qui est très très mal reçu et compris pour l'époque. Sans même parler de tout le travail autour du drapé, de la présence du tissu, etc. Et ce dépouillement très spécifique avec ce cadrage resserré qui crée une sensation d'intimité sont aussi vraiment des choix qui montrent le style spécifique du Caravage et qu'on va retrouver avec des œuvres un peu moins connues comme celle-ci. L'Arrestation du Christ, aussi appelée le baiser de Judas, où on va vraiment retrouver ce cadrage extrêmement serré. C'est une peinture qui est très sombre, elle est quasiment constituée à 80% de tonalités très très noires. Évidemment, il y a un grand travail sur le mouvement, les gestes, sur les textures, où on voit voilà, cette brillance des armures. Et on a aussi le personnage que vous voyez en haut à droite qui tient une lanterne qui serait, donc tout ça sont des suppositions, des hypothèses d'historiens et historiennes de l'art, un autoportrait de l'artiste. Et il y a plusieurs toiles dans lesquelles on retrouve sa figure. Donc ici, on a vraiment cette photographie du moment où Judas va déposer un baiser sur le Christ, et c'est ce baiser-là qui va montrer aux soldats, qui va voilà, trahir vraiment... et qui va leur permettre de l'arrêter. Donc, et sur une représentation du corps souffrant qui est plutôt mentale ici, et où on va vraiment aussi s'attarder bien plus sur le personnage qui est en haut à gauche, qui est en train d'hurler de peur et qui va s'enfuir, alors que la figure des deux personnages donc, où il y a ce baiser qui est en train d'être déposé, sont vraiment plus dans une sorte d'abandon et dans des choses qui sont beaucoup plus... on est vraiment dans une intériorisation de la violence ici. Et on va le revoir un peu plus loin avec le tableau que je vous présente après,
vous allez comprendre pourquoi je parle aussi de souffrance intérieure. Donc le Caravage va beaucoup travailler là-dessus. Et ce tableau est très intéressant parce qu'il a une composition qui est complètement anarchique pour l'époque. Donc on n'est absolument pas dans une symétrie ou dans une composition triangulaire, même s'il y a une sorte de linéarité, un peu comme une frise de personnages tous à peu près à la même hauteur. Il y a vraiment ce travail du coup de projecteur sur les personnages et de l'expressivité des visages, de ce que les visages arrivent à communiquer entre la peur panique et aussi l'abandon, le sentiment de laisser aller et cette image de la lanterne qui éclaire la scène alors qu'il y a une sorte d'éclairage un peu surnaturel qui arrive d'en haut, sans même parler de ces mains que vous voyez dans la partie inférieure du tableau, qui sont aussi très intéressantes. Et le travail de ce reflet métallique de l'armure est très important et on le retrouve beaucoup chez le Caravage, il est très connu pour ça. Donc je vous parlais justement de souffrance intérieure. Et je voulais vous montrer cette Marie-Madeleine en extase qui a fait évidemment scandale à l'époque et pour tous les siècles après d'ailleurs, puisqu'il y a eu de nombreuses interprétations de justement l'expression d'extase de Marie-Madeleine entre plaisir et souffrance. Et avec aussi toutes ces rumeurs autour de la figure de la prostituée, la rondeur du ventre de Marie-Madeleine, les suspicions de noyade, du coup, puisque vous savez que quand on se noie, on a le corps qui devient tout rempli d'eau et donc qui grossit, ou alors une suspicion de représentation d'une femme enceinte, enfin, tout un tas de théories et de mythes et de légendes autour de ce tableau. Et en fait, l'idée première de l'extase de Marie-Madeleine, c'est la légende donc, de Marie-Madeleine qui se réfugie dans la Sainte-Baume, donc à Aix-en-Provence, et qui, dans cette grotte, va tous les jours rentrer en extase et donc se faire accompagner par les anges pour accéder à Dieu. Et la représentation habituelle de ce sujet, qui a été représenté de nombreuses fois en peinture, c'est plutôt donc un personnage féminin qui s'envole dans les cieux multicolores avec des couleurs pastel et des petits anges qui la soutiennent et qui la mènent vers le haut. Alors qu'ici, on est vraiment dans une représentation complètement mentale de l'extase. Il n'y a aucun décor, aucun autre personnage. On est vraiment dans la pure expressivité de son visage qui donc est basculé vers le haut et de cette extase qui se fait vraiment complètement de l'intérieur. Et c'est aussi ça l'aspect à la fois novateur et choquant des peintures du Caravage, avec toujours cette espèce d'arrière-plan extrêmement sombre et cette pâleur qui est un peu ambiguë aussi, puisque c'est une sorte de pâleur mortelle aussi, en quelque sorte, de la peau de Marie-Madeleine. Donc là, on est à la limite du corps souffrant, puisqu'on est sur ce fil, un petit peu sur cet équilibre entre plaisir et douleur, et avec bien sûr une espèce d'ambiguïté entre mysticisme et érotisme qui est très flagrante et qui justement a aussi fait la réputation sulfureuse du Caravage comme peintre très particulier. Il faut savoir aussi que la peinture que je vous ai montrée juste avant et celle-ci aussi d'ailleurs sont des peintures qui arrivent dans un moment spécifique de la vie du Caravage, puisque l'assassinat dont je vous ai parlé tout à l'heure arrive en 1606. Et là, on est sur des datations qui sont vraiment autour de ces années-là. Et on suspecte notamment de cette peinture ici, donc David avec la tête de Goliath, que c'est une peinture qui a été faite a posteriori de l'assassinat et qui est déjà une peinture où le Caravage va en quelque sorte demander une sorte de graciation, de compassion, de pardon. Et je vous dis ça parce qu'il a été retrouvé une version antérieure de cette peinture. Donc le Caravage avait déjà traité ce sujet en 1601. Et en fait, l'expression de David n'est pas du tout la même. C'est une expression qui est conquérante, glorieuse, il est fier. Alors qu'ici, on a vraiment une expressivité beaucoup plus triste, vraiment dans la compassion
Et la légende dit que le Caravage se serait représenté donc, dans la tête coupée de Goliath que tient David, qui effectivement ressemble beaucoup aux autoportraits, enfin aux traits du Caravage qu'on connaît. Et donc il y a vraiment cette notion aussi de... Donc tous ces tableaux-là qui sont faits après 1606 sont des tableaux qui sont faits en cavale. Donc c'est aussi des tableaux où il y a un traitement de la touche, donc la manière dont le pinceau laisse une trace sur la toile, qui est beaucoup plus rapide, il y a beaucoup moins de détails, il y a vraiment dans la fin de carrière une évolution de la peinture qui est vraiment expliquée par le fait qu'il a beaucoup moins de temps à passer sur chaque tableau, puisqu'il est quand même principalement en cavale. Et là, on est sur une représentation aussi très très spécifique et intime de ce corps souffrant, puisqu'on a cette tête qui est donc désolidarisée du corps, mais qui semble encore réfléchir et encore être dans une sorte de regret. Enfin, il y a vraiment ce lien qui est fait avec la manière dont le Caravage va aussi se comporter après cet assassinat, c'est-à-dire qu'il va essayer par tous les moyens possibles de se faire gracier et de vraiment se faire pardonner de cet accident, qui a coûté la mort à son ami après une partie de dés, il me semble. Voilà, donc c'est moi une toile que j'aime beaucoup, notamment pour le jeu de regard qu'il y a de ce jeune David qui observe vraiment son aîné, puisque il a tué un géant quand même, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus fort que lui, et la manière dont il l'observe, il est presque désolé pour lui, quoi. Donc il y a beaucoup d'émotions très particulières qui passent là-dedans. Et en parlant de tête coupée, nous avons ici la décollation de Saint Jean-Baptiste. Donc 1608, on est vraiment sur des peintures de fin de vie, puisque le Caravage va mourir en 1610. Et il y a vraiment la thématique ici de la prison, puisque vous voyez, on est dans la cour d'une prison, comme on le voit avec la fenêtre grillagée qu'on a dans le bord inférieur droit. Et donc le bourreau vient juste de couper la tête à Saint Jean-Baptiste et se prépare en fait à un dernier geste du coup pour désolidariser la tête du corps. Et on a une servante effarée et une servante qui s'apprête à recueillir la tête du saint pour pouvoir après la présenter à Salomé qui a ordonné ce tranchage de gorge. Et ce qui est intéressant ici, c'est pas vraiment le tableau en lui-même, mais c'est un petit détail. C'est-à-dire qu'il y a une signature du Caravage, ce qui est assez rare, ça arrive assez peu souvent sur ces toiles. Et cette signature, elle est faite dans la tache de sang que vous voyez en bas, dans la partie toute inférieure. Alors on le voit très mal ici, mais il y a la signature du Caravage qui se trouve dans cette tache de sang. Donc vraiment aussi ce lien très particulier avec la violence tout au long de la vie du Caravage. Et cette peinture est aussi intéressante parce que en fait, très peu de peintres de l'époque montraient vraiment la violence du martyre de ces saints. Donc il y a tous les récits des vies des saints et des destinées des saints et des saintes sont quelque chose qui revient beaucoup en peinture. Donc c'est ce qu'on appelle les thématiques hagiographiques. Et à l'époque, il y a aussi un récit qui est très à la mode et qui raconte justement toutes ces histoires. C'est la légende dorée de Jacques de Voragine. Et de cette légende dorée, on a aussi cette peinture qui est beaucoup moins connue, qui est le martyre de Sainte Ursule. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais elle vient de prendre une flèche entre ses deux mains là. Et on a vraiment encore une fois ici ce cadrage très très serré autour des personnages qui crée cette sorte d'intimité entre le bourreau et la martyre, pardon. En sachant que donc Sainte Ursule, c'est la fille du roi de Bretagne et qui donc se fait martyriser par les Huns. Alors j'espère que je prononce bien. Cette tribu d'Asie centrale. Et donc, on est vraiment aussi là sur une mise en image de ce récit de la légende dorée de Jacques de Voragine. Et toujours avec cette grande intensité du
drapé rouge et ce moment où la sainte se rend compte qu'elle a une flèche entre les côtes et avec son regard baissé et ce moment vraiment photographique. Donc c'est ça que je trouve le plus intéressant chez le Caravage, le fait de vraiment choisir avec précision le moment représenté. Et on va ici être vraiment dans ce petit moment avant l'écroulement en fait. Et qui crée presque voilà, une sorte d'intimité très étrange entre les deux personnages qu'on va avoir représentés ici, toujours avec cette espèce de lumière latérale très très froide et en même temps très contrastée, qui crée cet effet coup de projecteur et qui va en fait, pour conclure sur le Caravage, vraiment avoir cette sorte de fascination poétique pour la violence et pour ce moment paroxystique de flottement entre vie et mort et ce moment très très dramatique tout en ayant une vraie violence, enfin un vrai aspect visuel très très fort quand on repense à Judith tranchant la tête d'Holoferne, qui est plutôt une peinture de début de carrière, et quand on arrive jusqu'à la fin avec cette thématique qui revient beaucoup du tranchement de tête, quoi, et de vraiment la violence de l'acte de l'épée, de couper, du jaillissement du sang, tout au long de la carrière du Caravage, on a quand même cette thématique-là. Et encore, j'ai pas tout mis parce qu'il y a d'autres peintures qui sont moins connues où on a l'idée de la morsure. Caravage, c'est vraiment un artiste qui s'intéressait beaucoup aux expressions de visage liées à l'effroi, à la surprise, à l'agonie. Et qui a eu aussi parallèlement à ça une vie personnelle très très violente. Mais avec un vrai regret, une vraie réflexion sur la compassion dans la deuxième partie de sa vie. Donc voilà pour la base sur laquelle de laquelle on va partir, sachant que donc, le Caravage a inspiré énormément de peintres sur tous les siècles après. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un peintre qui est qualifié comme baroque, alors que c'est pas du tout l'idée qu'on aurait, comme ça en y pensant de manière un peu générale, d'une peinture baroque. Puisque c'est quand même une peinture qui est très épurée, qui est dénuée de fioritures, mais qui a une tension dramatique vraiment très importante et qui se trouve donc au début du XVIIe siècle extrêmement novatrice dans la manière dont les compositions sont cadrées, dont les personnages sont représentés, etc. Donc un peintre avec beaucoup de liberté dans sa manière d'appréhender la représentation. On continue sans transition en sautant quelques siècles et en arrivant à notre époque avec... Oui, bien sûr. Oui. Je ne l'ai pas vu, non. Mm. Alors c'est vrai que c'est dommage que vous n'ayez pas le micro, je reformule un peu ce que vous avez dit. Du coup, vous parliez donc du film sur le Caravage qui vient de sortir, que j'ai pas vu, mais qui a l'air très chouette, et qui représente un peu plus justement sa vie en tant qu'individu, et qui était effectivement quelqu'un qui fréquentait ces bas-fonds. Et ça me permet de faire un lien avec quelque chose dont j'ai pas trop parlé et que vous venez de dire là, qui est qu'en fait, effectivement, c'est quelqu'un qui représente des expressions de visage, des personnes, même s'il y a le prétexte de représenter des saints ou des scènes bibliques, mais qui sont vraiment inspirés de gens populaires, de gens de la rue, de gens avec qui il a l'habitude de boire des verres en taverne, etc. Et le fait de vouloir représenter justement ces petites gens, c'est quelque chose qui est très très mal reçu effectivement pour l'époque. Et on est quand même encore dans un moment artistique où pour pouvoir vivre de son art, il faut quand même avoir des commanditaires soit nobles, soit venant clairement de l'Église, quoi. Et là, pour lui, ça a été, c'était vraiment une impossibilité complète de se faire accepter, même si lui choisissait de traiter des thèmes bibliques et que c'était quelqu'un de croyant, etc. Mais il y avait
ça ne fonctionnait pas avec son époque en fait. C'était trop précoce, trop populaire, trop en dehors des codes, trop cru, trop réaliste et naturaliste en fait par rapport aux visions qui étaient plus dans les normes de l'époque en fait. Mais c'est quelque chose, je trouve on n'a pas du tout, on voit pas du tout ça quand on regarde le Caravage comme ça superficiellement sans s'y intéresser. Juste de loin, on a l'impression de voir des peintures classiques, figuratives, avec une touche très lisse, alors qu'en fait, il y a beaucoup plus de richesse et de complexité derrière sa peinture et c'est ce qui le rend extrêmement intéressant. Et en plus de ça, quand on en apprend plus sur sa vie personnelle à lui, et puis tous les réseaux aussi de protection, de noblesse, enfin ça pose aussi des questions géopolitiques, vraiment une vie bien compliquée. Et puis un artiste qui n'était pas non plus issu de réseaux, on va dire classiques, de formation, de protection, mais quelqu'un qui avait un caractère bien trempé et qui a quand même réussi à s'imposer, mais qui au cours de sa vie n'était pas du tout aussi connu et légendaire qu'aujourd'hui, quoi. Ça c'est clair. On continue donc sur Gina Pane, donc je le dis avec l'accent italien, en sachant que il y a une sorte de transformation aussi de son nom de famille en Payne, donc le mot anglais, P-A-I-N. Donc on peut dire Gina Pane ou Gina Payne, les deux fonctionnent. En tout cas, cette artiste donc, qui a fait les Beaux-Arts de Paris, qui est à moitié italienne effectivement, donc pane, ça veut dire le pain P-A-I-N, mais c'est le même mot en anglais pour dire souffrance, pain, et elle a beaucoup joué là-dessus, puisque c'est vraiment une artiste qui a représenté la blessure, la souffrance et la vulnérabilité de l'humain. On va le voir, et c'est une des premières artistes du XXe siècle qui a vraiment proposé et travaillé la performance en lien avec le corps. Donc, elle fait les Beaux-Arts de Paris. Au début de sa carrière, elle est plutôt dans la peinture et la lithographie, donc elle s'inscrit plutôt dans un courant assez classique d'expérimentation autour de l'abstraction géométrique. Et elle va très très vite se distancier de ça pour commencer à faire des performances qui vont surtout avoir lieu dans les années 70. Et ces performances-là, on en retrouve aujourd'hui uniquement des traces photographiques ou vidéographiques, ou encore les restes de ces performances, comme ce que vous voyez ici. Quand vous regardez le carré qui est tout en bas à gauche, vous voyez une sorte de grille, enfin une sorte de construction en acier avec des barres verticales et horizontales sur laquelle elle est en train de monter pieds nus. Et en fait, c'est des lames, donc elle va monter sur cette sorte d'échelle qu'elle a construite avec des lames. Et évidemment, se blesser les mains et les pieds, le sang va couler. Et c'est ça la performance que je vous montre ici en premier, donc qui s'appelle Action escalade non anesthésiée et qui date de 1971. En sachant que à l'époque, la performance, c'est vraiment un art qui est tout nouveau, qui vient d'arriver des années 60. Pour vous donner un petit cadrage temporel, ce n'est qu'à partir de l'année 1978 que la performance entrera au Centre Pompidou et sera reconnue, on va dire, par l'institution. Et elle va vraiment en être un pilier important puisqu'elle va enseigner cette discipline artistique, donc la performance, aux Beaux-Arts du Mans, mais aussi très régulièrement au centre Pompidou. Et elle va prôner en fait une représentation de la douleur et de la blessure sous plusieurs points. Et un des points les plus importants pour bien comprendre son travail, c'est l'idée qu'elle souhaite montrer par le biais de sa propre souffrance qu'elle choisit de ne plus être anesthésiée. Je vous explique. Ça revient un peu à ce qu'on a vu la dernière fois aussi avec Caroline Schneemann, qui avait fait beaucoup de réflexions sur la guerre au Vietnam, etc. Donc les années 70, c'est quand même une décennie un peu particulière. Et elle pense que la majorité des gens sont anesthésiés par la société de consommation, par les médias, par la publicité, et que le peuple se laisse gentiment faire. Et elle, pour briser cette anesthésie, pour redonner à son public la sensibilité au monde, pour le reconnecter
avec la réalité, elle choisit justement de représenter la blessure et de représenter sa propre vulnérabilité. Et c'est vraiment ça, le premier point le plus important de son approche plastique, c'est d'essayer d'éveiller son public et de reconnecter les gens avec la sensibilité. Et il y a aussi ce dont je vous parlais en introduction, qui est le fait de permettre aux autres de reconnaître un corps souffrant et donc de faire des liens avec leur propre souffrance. Donc par le biais de la souffrance, de créer des connexions entre les personnes. Donc évidemment, les œuvres qu'elle va faire demandent un engagement physique et mental très fort. Et elle a cette façon de parler elle parle de guérison collective. Donc de passer par le corps souffrant pour pouvoir engager une conversation qui va permettre une guérison collective par le biais de la souffrance. Je vais vous donner d'autres exemples. J'ai pas mis beaucoup d'œuvres de cet artiste parce qu'il y en a qui sont vraiment très très dures. C'est une artiste qui s'entaille le ventre, c'est une artiste qui va faire des performances où on a des traces vidéo, où elle va avoir sur son visage des asticots pendant plusieurs heures. Et en fait, c'est une vidéo où on voit ça, donc c'est quand même quelque chose de très engageant. Ici, vous voyez avec son action psyché 74 qu'elle s'est entaillée en fait la partie haute en dessous des sourcils et que donc le sang va couler, représentant des gouttes de sang qui vont faire la métaphore vraiment de la larme, etc. Et à droite, vous avez une première image d'une œuvre qu'on va voir ensuite plus en détail, où en fait, elle va se planter des pics de rose, des épines de rose dans le bras jusqu'à ce que le sang coule. Et donc le sang coulera sur un bouquet de roses blanches. Elle est toujours habillée en blanc lors de ses performances. Il y a vraiment toute une logique autour de faire couler le sang, de montrer la souffrance, et en même temps, elle clame haut et fort que ce n'est pas de l'automutilation, mais que c'est vraiment l'idée, ça y ressemble, mais vous savez à quel point c'est important dans notamment l'art contemporain, la place qu'on laisse au discours. Que ce soit le discours qui est fait par l'artiste même pour créer une réflexion autour de l'œuvre ou le discours qui est fait au-delà. En tout cas, pour elle, ce n'est pas de l'automutilation, mais c'est une manière d'utiliser son corps comme un outil pour pouvoir faire passer des messages. Et son message à elle, c'est l'idée d'une tentative de transformation de l'individu à travers l'agression de la sensibilité. C'est ce que je vous disais par rapport à cette idée d'anesthésie collective et l'idée de venir agresser la sensibilité du public, le sortir de sa zone de confort, le sortir de ce côté un peu lisse du corps par le biais justement du retour à la chair. Pour elle, c'est vraiment une manière de questionner ce que Annie Lebrun appelle aujourd'hui de manière très intéressante la résignation. En fait, Annie Lebrun, dans l'ouvrage dont je vous parlais déjà la dernière fois, Beauté et laideur, elle va vraiment poser ce constat de on se résigne, on est trop endormi ou trop... Et c'est vraiment contre ça que Gina Payne va se positionner. Donc je continue. En vous montrant ici, alors c'est un peu spécifique parce que à chaque fois qu'elle fait une performance, il n'y a que des traces qui restent. Et en même temps, c'est vraiment une artiste qui a influencé énormément tout l'art des années 80-90 à 2000 et encore aujourd'hui, et qui est assez peu connue. Et ici, vous avez quelques photographies donc, de la performance dont je vous ai parlé avec ce bouquet de fleurs, les épines de rose et ce sang qui dégouline vraiment sur ces fleurs et qui va venir les entacher. Pour la performance où elle va s'entailler ici la partie au-dessus des sourcils, il va y avoir aussi un bandeau blanc qui va être positionné sur ses yeux et donc on va avoir des taches de sang rouge qui vont apparaître et qui vont créer une sorte de nouveau regard dans ce tissu blanc. Il y a toute une poétique métaphorisée comme ça autour de l'apparition, la disparition, la larme, la blessure, la souffrance, etc. La fatigue du corps aussi.
Et c'est une artiste qui va travailler aussi beaucoup à partir du croquis. Donc ici, je vous montre une étude préparatoire à l'action. Alors elle n'appelle pas ses œuvres des performances, elle les appelle des actions. Tout ce qui est vocabulaire de la performance, ce sera mis dessus après coup par des historiens et historiennes de l'art qui vont écrire dessus. Mais pour elle, c'est vraiment... elle veut en fait dans ses performances qu'il y ait quelque chose qui se passe, qui est une sorte de réaction vraiment très très intime chez les gens. Alors évidemment, vous imaginez bien la réception de ces œuvres qui est quand même très très particulière, avec énormément de scandales. On va vraiment être très très dur aussi avec elle en lui disant, évidemment, puisque la performance est un art assez récent aussi, que les problématiques qu'elle pose, elles sont pas entendables, que ce qu'elle fait de l'art, que ça c'est pas des choses qui peuvent être montrées, etc. Et elle vient vraiment jouer sur cette limite entre l'acceptable et l'inacceptable et repousser aussi la définition même de ce qu'est l'art. Et là, je vous montre un croquis. En fait, c'est une étude préparatoire par rapport à une performance où elle va être allongée sur un sommier en acier avec des bougies en fait qui sont disposées en dessous d'elle au sol et qui vont clairement, la chaleur de ces bougies sur son corps nu qui est disposé sur ce sommier va clairement la brûler. Et c'est des performances qui sont quasiment, qui sont très difficiles à voir en fait parce qu'on a une vraie représentation, et c'est même pas une représentation puisque c'est de la vraie douleur et voilà, une vraie manière de pousser son corps encore plus loin. Et la dernière fois, on avait vu Caroline Schneemann qui avait déjà aussi poussé son corps à la nudité, à des performances vraiment très spécifiques et reçues de manière très différente aussi par le public. Et là, avec Gina Payne, on est vraiment sur quelque chose de très très particulier. Et en même temps, sa justification, son message, la manière dont elle fait passer ça, c'est aussi relié à comment le corps de la femme est un corps qui est par essence souffrant tout au long de la vie et une souffrance qui n'est jamais visibilisée, qui n'est jamais montrée, notamment avec cette idée du sang qui coule et elle qui ne crie pas, qui ne se plaint pas. Et ça fait clairement référence aussi au sang des menstruations. Et l'idée d'avoir toujours ce corps de la femme qui est en perpétuel questionnement de la chair et en perpétuelle souffrance silencieuse, par exemple avec cette performance-là, avec la chaleur des bougies, où elle va vraiment rester stoïque et ne pas crier, mais on va deviner par les expressions de son visage la souffrance qu'elle endure. Donc c'est un peu les deux axes principaux de son travail. Et notamment, le plus important, c'est vraiment cette idée de désanesthésier le regard du public et de secouer et de poser des questions par rapport au corps comme vecteur, mais aussi au corps comme principal blocage, en fait, puisqu'on est limité par le corps, par sa matérialité aussi. Et ça pose vraiment la question de à quoi sert l'art et quelle est notre définition de l'art. Est-ce que l'art est uniquement là pour qu'on se questionne, pour qu'on sorte de notre zone de confort, pour aller vers autre chose? Est-ce que l'art est uniquement fait pour être agréable ou c'est vraiment des choses qui sont très particulières et je trouve que justement dans le dernier travail que je vous propose, celui de Nan Goldin, il y a ça qui est figuré, qui est cristallisé de manière encore plus spécifique. Donc bon, c'est une artiste qui est encore vivante, qui est née en 1953, qui a commencé sa vie de manière très compliquée puisque sa sœur s'est suicidée en 1963, donc elle avait 10 ans, et elle s'est donc enfuie de chez elle à l'âge de 15 ans, et c'est quelque chose qui a été un trauma très très dur dans sa vie et très long. Et elle s'est installée à New York dans les années 70 et en a profité pour photographier toute la faune de la vie de nuit new-yorkaise des années 70-80, avec très vite des interrogations très particulières. Donc, pour vous donner un peu une idée, c'est une artiste qui dit « Je ne suis pas américaine, je suis new-yorkaise ». C'est très différent.
En fait, elle fait par le biais de ses photographies, elle dépeint ce qu'elle appelle, elle, la vraie Amérique. C'est-à-dire l'Amérique qui est loin du glamour, du brillant, du lisse. Elle va vraiment photographier une Amérique des bas-fonds, une Amérique de l'intime, une Amérique de la marge. Et c'est ce qu'elle va appeler ce que l'Amérique ne veut pas voir. Donc c'est une personne qui va fréquenter des communautés gays, qui va fréquenter des personnes qui se droguent et qui va être politiquement très engagée, notamment pour les questions du sida, parce qu'elle perd énormément d'amis dans les années 70-80, mais aussi de toutes les questions d'addiction liées notamment aux opioïdes. On va en rediscuter après. Mais il y a en fait, il y a un scandale pharmaceutique à cette époque-là. Donc j'ai fait quelques recherches là-dessus. Il y a un médicament qui s'appelle l'Oxycontin. Donc c'est un antidouleur. Et un antidouleur qui est donc vendu dans ces décennies-là, 70-80, mais qui va en fait être mis en circulation, et ça on l'a découvert après, en sachant que les producteurs donc pharmaceutiques de ce médicament savaient pertinemment la puissance addictive de ce médicament et l'ont quand même mis en consommation, en vente. Et donc il y a eu une surconsommation de ces opiacés, donc des antidouleurs liés à des opiacés. Et à la fin des années 90, il y a eu une explosion des overdoses puisqu'il y a eu des surprescriptions. Et on compte quand même 500 000 morts aux États-Unis à cause de ces overdoses, de ces opioïdes-là. Et elle s'est vraiment engagée politiquement de manière très très forte pour visibiliser cette énorme crise sanitaire en fait, qui était très peu médiatisée, jusqu'à créer une association qu'elle a appelée PAIN, donc P-A-I-N, qui en anglais veut dire prescription, addiction, intervention now. Donc, c'est les mêmes mots en anglais. Et en fait, avec cette association, elle va militer de manière très... Donc, Nan Goldin, c'est une artiste qui est aujourd'hui très connue, hein. Mais elle va militer encore jusqu'à aujourd'hui pour mettre la lumière sur ce groupe pharmaceutique qui vient d'une grande famille très riche de New York qui s'appelle la famille Sackler. Et il faut savoir qu'au Metropolitan Museum of Art, donc quand même un des musées les plus connus au monde, il y a toute une aile du musée qui s'appelle l'aile Sackler et qui est entièrement financée par ce groupe pharmaceutique. Et elle va vraiment se battre pour montrer, pour médiatiser ça et pour dire aussi, là vous avez dans votre musée une partie entière du musée qui est financée par un groupe pharmaceutique qui a mis en vente une drogue en fait, un opiacé antidouleur qui a causé un demi-million de morts, et notamment toujours dans des communautés de personnes déjà vulnérabilisées à ça, donc les communautés homosexuelles, les communautés déjà liées, exposées aux maladies, aux besoins de prendre des antidouleurs, donc notamment avec la crise du sida, etc. Donc bon, une artiste très engagée politiquement, qui va affirmer d'être inspirée par Georges Brassai et Diane Arbus, et qui parle de son travail d'une manière très intéressante. Moi, vous savez, j'aime beaucoup toujours mettre un peu des citations des artistes eux-mêmes. Et là, elle nous dit, donc je vous cite, « Mon intention est de montrer l'âme des gens, de les toucher à l'intérieur et de montrer ce que c'est que de vivre dans la peau d'une autre personne. » Aujourd'hui, le fait de photographier l'intimité, ça nous paraît un petit peu banal, mais quand on regarde un peu l'histoire de la photographie, le fait de montrer déjà des photos intimes et d'en faire des œuvres d'art, c'est quelque chose qui est assez peu commun et dont Nan Goldin est aussi une artiste phare, vraiment à affirmer, à assumer que les faces cachées de sa vie intime vont devenir des photos imprimées en grand avec un processus très spécifique dont on va reparler, puisque comme vous voyez dans la légende ici, c'est du cibachrome. Donc je vais vous expliquer ce que c'est très intéressant. Et donc de montrer ces photos en grand format dans des spécifiquement dédiés à la photographie. Donc ici, vous avez Cookie at Tin Pan Alley, donc 1983 à New York, et c'est vraiment des photographies de ses proches, de ses amis, des personnes qu'elle croise dans des soirées, etc.
Et il y a vraiment cette espèce de fascination pour la mélancolie et pour cette souffrance intérieure des années 80 qu'elle, elle relie aussi spécifiquement à la perte de ses amis avec la crise du sida. Donc je vous parle un petit peu de cette technique très furtivement. Le cibachrome, c'est intéressant. En fait, c'est une technique de développement photographique qui existe quasiment plus aujourd'hui, puisque la dernière société à produire donc du cibachrome a fait faillite en 2013 et on ne trouve quasiment plus ce genre de procédé dans la photographie contemporaine. Donc si vous voyez cibachrome sur un cartel dans un musée, c'est qu'il y a une autre manière de développer la photo qui est très particulière et qui crée aussi des tonalités beaucoup plus douces, avec une qualité du coloris un peu différente qu'avec un procédé de développement normal. Donc je vous explique, en fait, c'est une destruction sélective de colorants lors du développement. Donc c'est-à-dire qu'en fait, le support est déjà composé de couches de gélatine colorée et en fait, avec le processus de développement photographique, il y a toute une partie de ces couches-là qui va se détruire et qui va révéler la couleur. Les colorants donc, vont former une image, mais ils seront déjà initialement présents dans le papier sensible et ils vont être détruits au fur et à mesure, ce qui va révéler les couleurs. C'est l'inverse d'un développement chromogène, on va dire plutôt normal et classique avec un négatif, etc. Donc juste pour vous faire un petit point sur cette technique très spécifique, donc elle utilise le cibachrome de manière vraiment extensive et c'est ce qui crée aussi le grain très particulier de ces photographies. Alors évidemment là vous en voyez que des reproductions projetées, donc je vous invite à, je ne sais pas si vous avez déjà vu son travail, mais si vous avez l'occasion, à la Maison européenne de la photographie à Paris, il y a souvent des œuvres à elle. Et elle va vraiment faire des photographies très très parlantes en termes de traces de la violence. Donc elle, à l'inverse du Caravage, elle ne va pas montrer le moment paroxystique de la violence ou de l'agonie. Elle va vraiment montrer la trace, ce qui reste et tout ce qui est la suggestion du corps souffrant. Donc ici, l'œuvre s'intitule donc Nan One Month After Being Battered, ce qui veut dire en français Nan un mois après avoir été battue. Et elle nous dit j'ai pris cette photographie afin de pouvoir me rappeler de ne pas retourner auprès de lui. C'est ce que je vous ai mis ici en anglais. Et c'est vraiment une photo qui est extrêmement connue de Nan Goldin et qui va montrer une relation amoureuse sur laquelle elle a beaucoup écrit aussi, qui était très violente, où elle a été battue, etc. Et le fait de montrer le résultat de ça, à l'époque, c'était une vision qu'on n'avait jamais eue en fait. C'était tellement un sujet tabou, et ça l'est toujours un peu aujourd'hui, hein, mais le fait de montrer le visage et les blessures vraiment de cette relation dangereuse, et de montrer un mois après, à quoi ça ressemble encore ces traces-là, c'était quelque chose qui était vraiment prélevé, issu de l'intimité de la vie d'artiste, et de montrer ça en tant qu'œuvre d'art, ça a évidemment créé un scandale énorme, mais ce qu'elle a voulu avec ça, c'était vraiment d'ouvrir la discussion sur oui, la société dans laquelle on vit, l'Amérique aujourd'hui, c'est aussi ça, c'est aussi ces choses-là, quoi. Donc l'idée, c'est d'allier vraiment cette puissance émotionnelle à un réalisme brutal, et toujours dans une sorte d'ambiguïté très spécifique, comme je vous montrerai avec l'image qu'on va voir après. Elle nous dit « Je veux montrer exactement à quoi mon monde ressemble, sans glamour, sans glorification ». Et donc cette image est issue d'une série qui s'appelle « The Ballad of Sexual Dependency », donc la balade de la dépendance sexuelle, qui montre en fait, qui documente tous ces questionnements et ces relations donc dans ces relations hétérosexuelles, puisqu'elle a beaucoup fréquenté aussi des communautés homosexuelles, et elle a accompagné ça aussi de beaucoup d'écrits et de témoignages justement des complexités à se comprendre en fait au sein d'une relation hétérosexuelle dans son milieu, et elle va vraiment documenter ça de manière très précise. Je vous parlais d'ambiguïté. Justement ici, cette photo s'intitule Bleu avec une forme de cœur, donc Heart-Shaped Bruise. Et c'est aussi cette espèce de fascination et de presque... c'est là où je vous dis qu'il y a cette ambiguïté sur laquelle elle joue aussi.
cette ambiguïté de la forme poétique de la violence, de ce à quoi ça peut ressembler, même la traite d'un coup. Et donc elle va vraiment être une des premières artistes à travailler sur la notion du journal intime artistique, et c'est quelque chose qui va avoir énormément d'impact dans les années 90, qui sont vraiment une décennie de l'intime en art contemporain, où on va énormément exploiter l'idée de ce journal intime au travers de toute une série de formes d'art, pas seulement la photo. Et elle veut faire le récit de toute une génération. Donc je vous disais ici les questionnements qu'elle a, elle. Donc là, c'est une photo prise donc où on voit l'artiste sur son lit avec le partenaire de l'époque, donc qui était le partenaire violent. Et elle parle vraiment de the struggle between autonomy and dependency, donc l'équilibre très fragile entre l'autonomie et la dépendance dans une relation hétéronormée, comme elle l'expérimente elle en tout cas. Donc de cet équilibre un peu fragile. Et elle nous dit que ce qu'elle veut faire, c'est comprendre ce qui rend les relations de couple si compliquées. En sachant que son niveau de complexité à elle, il est quand même extrême, puisqu'on parle vraiment de violence physique à répétition, etc. Mais elle sort aussi du corps souffrant en passant notamment par la dépiction des communautés homosexuelles qui l'entourent. Et elle va vraiment poser ce mot, le third gender, donc le troisième genre. Et vraiment travailler autour de ce à quoi ressemble la communauté queer de New York dans les années 70-80. Donc queer, je vous le rappelle, en anglais, ça veut dire étrange, bizarre. Et ce sont justement ces personnes qui se considèrent, qui se voient comme ne pas correspondant à une certaine norme. Et ici, elle dépeint donc deux de ses amis travestis, donc Misty and Jimmy Paulette in a Taxi, donc en 1991. Et elle dit « Mon intention est de montrer l'âme des gens, de les toucher à l'intérieur et de montrer ce que c'est que de vivre dans la peau d'une autre personne. » C'est ce qu'on a vu tout à l'heure aussi avec cette idée de mélancolie quand elle prend en photo son ami. Mais ici, il y a vraiment, dans cette image-là que je trouve très forte, vraiment cette idée de montrer aussi la beauté de l'étrangeté et du hors-norme. Donc là, on est en 91. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'acceptation sociétale dans l'idée de se déguiser, de s'habiller contrairement à son genre biologique, d'être même transgenre. Il y a beaucoup plus d'ouverture d'esprit là-dessus. Mais c'est dans sa génération à elle, donc l'époque où elle a fait ces séries de photos, donc dans les années 80-90, c'était vraiment quelque chose d'extrêmement marginal et où elle a été une sorte de témoin privilégié qui a permis aussi de montrer ces communautés marginalisées dans des lieux institutionnalisés, dans des musées, et de faire voir ces images aussi à des gens vraiment extérieurs à cette marge-là. Puisque Nan Goldin a quand même eu un succès institutionnel assez rapidement et encore aujourd'hui dans le monde de la photographie. Donc là aussi, on est sur un autre type de corps souffrant, puisqu'on est vraiment sur cette idée de ne pas correspondre à son genre biologique et de ne pas se sentir bien dans sa peau ou dans ses habits. Et c'est ce qu'elle va dépeindre par cette série de photos-là aussi. Donc vraiment le corps souffrant, mais de par la pression sociétale et l'injonction normative. Donc on a vraiment balayé une sorte de grande variation de souffrance corporelle en allant du Caravage jusqu'à Nan Goldin. Évidemment, je vous montre des travaux artistiques très très différents. Pour Nan Goldin, c'est beaucoup plus simple d'avoir une accroche parce qu'il y a un aspect visuel, il y a une photographie, il y a une sensibilité, il y a un jeu de regard qui est beaucoup plus poétisé et beaucoup plus facile en fait pour nous de faire un lien avec ces images-là qu'avec le travail de Gina Payne, où on n'a pas assisté aux performances et ce qu'on voit, ce sont des traces de qualité en plus relativement pas forcément de très bonne qualité. Et en même temps, Gina Payne, elle a vraiment un intérêt aussi en termes de précurseur et de poser aussi le jalon du corps comme outil et du corps comme expérimentation à la souffrance pour faire passer aussi des messages. Donc j'espère que ça vous a intéressé, que c'était pas trop rude et lourd de voir toute cette souffrance, toute cette chair, tout ce sang, et que ça vous a aussi permis de voir un peu comment est-ce que des préoccupations vraiment très intimes de l'humain
vont évoluer du Caravage jusqu'à nos jours et en même temps, on retrouve des choses très, très similaires. Je trouve que c'est intéressant aussi de faire ce lien entre les époques et entre les différents médiums, la peinture, la photo, la performance et comment le corps souffrant, est vu aussi, différemment dans tout ça. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques ou des choses à dire ou, des, choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord? C'est le moment, où est-ce que je vous ai vraiment mis 6 pieds sous terre, vous êtes complètement déprimé, ça va pas du tout? Est-ce que le Caravage se représente dans le martyre de Sainte-Ursule? Il me semble qu'il est derrière Sainte-Ursule, non? Oui, tout à fait. Très bien vu, Il le fait effectivement. pratiquement dans tous ses tableaux, ça. Il est Comme complètement derrière Sainte-Ursule. Bah, d'ailleurs, Rembrandt, va pousser ça encore plus loin après, hein. Mais oui, oui, il est présent dans ses tableaux, ouais. comme Hitchcock. Comme Hitchcock. Comme Tarantino aussi, non? Il me semble. Il est dans ses films. Donc la prochaine fois qu'on se voit, c'est dans 2 semaines et on va être sur une thématique un peu plus légère, voire même humoristique. Je vous en dis pas plus, vous vous laisserez surprendre. Et on va s'intéresser à la question de comment l'artiste expérimente-t-il ou elle les limites du corps. Et là, faites-moi confiance, on va voir des choses vraiment très différentes et diverses et assez particulières et ça devrait être quand même beaucoup plus ludique et drôle qu'aujourd'hui, même si j'espère que ça vous a quand même plu et intéressé. C'est important, intéressant aussi de passer par la question de la souffrance corporelle. Et voilà, je vous mets mon adresse mail, donc n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des recommandations, des questions. Et puis, ben, regardons ce film qui vient de sortir du Caravage et puis on pourra en rediscuter la prochaine fois, voir ce que vous en avez pensé. Merci beaucoup pour votre attention. Et puis bonne soirée et à dans 2 semaines.